Il y avait beaucoup d'exigences, c'était dur, hein, surtout quand le grand chef arrivait dans la salle et là c'était une tension mais à son maximum. On pouvait couper l'air en deux, hein, en quatre. C'est les maisons où on comptait pas nos heures. Moi, je faisais entre 110 et 120 heures par semaine. Donc, on vivait que pour son patron, que pour la maison. On était vraiment. C'est comme une secte, hein, quand on rentrait dans une secte, il y avait un fonctionnement, il y avait un genre de gourou, et puis il y a un fonctionnement, avec des lois, on va dire. Il y a donc une notion d'asservissement, hein. C'est au-delà de la servitude, c'est l'asservissement. Vraiment, on a l'impression que l'identité de la personne est annihilée, non seulement par la charge de travail, mais par la tension qui semble régner en permanence et ne jamais faiblir. Très dur. Mais quand on a une ambiance comme ça, et en plus on n'a pas droit à l'erreur, mais jamais, hein. Jamais. Je veux dire, c'est un milieu, tout doit être parfait tout le temps. Donc il y a un niveau d'exigence qui est maximal. Donc il y a une tension maximale tout le temps. Donc il faut être résistant, hein. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Par contre, une fois que tout était terminé, à 2h du matin, on se retrouvait et on partageait des tas de choses et on riait. C'est ça qui m'a fait tenir. J'ai rencontré Stéphane, c'était le chef de la maison. Il portait tout sur ses épaules. Ouais, il était au fond de la cuisine, là. Il avait tout son espace pour lui. Il surveillait tout, il voyait tout. Il s'était levé à 4h du matin, tout le monde le savait. Il arrivait avec des cueillettes monstrueuses qu'il mettait dans une chambre froide spéciale. Il s'occupait de tous les plongeurs. Il leur donnait tout ce dont ils avaient besoin pour se faire à manger dans leur logement. Il s'occupait de tout. Ça sortait vraiment du cadre de la cuisine, quoi. Donc c'était impressionnant, il est tout jeune. Ouais, on a eu une discussion justement et un échange sur la maison, sur la cuisine, sur la réaction des clients par rapport à certains plats. C'était intéressant. Et puis moi, je l'ai découvert autrement. C'est-à-dire que c'était un bulldog, c'était un chien enragé dans la cuisine. Hein. Un chien enragé, je ne sais pas où était l'humanité là-dedans. Et ben je l'ai trouvé à ce moment-là. Au bout de 3 mois, en fait, il me prend à part, il vient me voir, j'étais en train de travailler. Il me dit, toi un jour tu seras mon chef. Voilà. Si tu m'écoutes dans 10 mois, c'est toi qui vas commander. Voilà. Alors là, en une phrase, le pacte est scellé. Toi un jour tu seras mon chef, c'est une promesse, mais c'est aussi une emprise, une manipulation. Et moi j'entends, un jour tu seras mon chef et désormais tu seras mon complice. Depuis cet instant tu seras mon complice. C'est-à-dire que grâce à cette promesse que je te fais de devenir non seulement chef, mais mon chef, tu vas être mon objet et tu vas tout supporter de moi. Parce que cette promesse, c'est une parole engageante, c'est une prémonition, c'est une prédiction. Tu seras mon chef, mais tu es mon complice. Au départ, on ne sait pas trop comment trop le prendre. En même temps, on est hyper fasciné quand même par le personnage parce que c'est un personnage qui est très charismatique, hein, qui quand on impose. Hein, donc, tout le monde est un petit peu intimidé, tout le monde est fasciné. Il y a de la magie aussi. Hein, il y a plein d'éléments qui se mettent en place. Et d'ailleurs, tout de suite après, si vous écoutez les mots en vous détachant de la phrase, vous entendez charisme, fascination, magie. C'est-à-dire on est loin du seul univers du talent, ou plutôt de l'univers du seul talent. On est vraiment dans quelque chose qui fait appel à l'irrationnel. Donc tu seras mon chef, tu es mon complice, et je reconnais ton pouvoir. Et ton pouvoir magique, ton pouvoir d'ensorcellement. Il se joue là quelque chose d'extrêmement fort. Si c'était délibéré de la part du maître,
ce serait vraiment caractéristique d'un comportement pervers. C'est-à-dire aller chercher la faille de la future victime, déceler sa vulnérabilité, ses espoirs, et en un seul mot, tisser la toile autour de la victime. C'est vraiment quelque chose qui relèverait du grand art si c'était une stratégie consciente. À partir de ce moment-là, c'était à fond, on y va à fond. J'ai envie de réussir, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de prouver, j'ai envie de... Oui, je voulais vraiment y aller. C'est la passion, c'est aussi l'amour que j'avais pour mon patron. Parce que la relation, elle est un peu perverse, parce que la partie professionnelle et puis aussi l'affectif. Je t'aime, et puis un quart d'heure après, j'étais la pire des merdes. C'était tout le temps dans l'affectif, derrière les insultes, et c'est même arrivé une ou deux fois qu'on se tape. J'empoigne. Alors que moi, j'ai jamais empoigné qui que ce soit. Voilà, dans la stratégie perverse, il y a quelque chose qui relève de la destructivité. La perversion n'est pas que la manipulation, c'est le fait d'avoir une sorte de malignité, comme une tumeur est maligne, hein, c'est-à-dire d'avoir l'intention de détruire, ou en tout cas pour effet de détruire. Et donc, si vous voulez briser un individu, cette alternance, ces montagnes russes entre les marques d'estime, de reconnaissance et de dénigrement, d'humiliation, sont extrêmement puissantes. Soit la personne se sauve en courant sans se retourner, et ce n'était pas la bonne victime, soit il subit, il endure, et là, quasiment, on n'a plus de limite. C'est-à-dire qu'on a réellement aboli la possibilité même de révolte, mais peut-être même le sens critique. La personne n'est plus à même de dire ce comportement est inacceptable, ou ce comportement est fou, ce comportement est pervers, je n'ai aucune raison d'endurer ça. La personne est prisonnière, et c'est réellement l'emprise là qui s'exerce de cette façon-là. Quand on travaille dans des maisons comme ça, quelque part, je pense aussi qu'on peut reproduire les douleurs de l'enfance. Il n'y a pas de hasard, à mon avis. Donc, mon père n'a jamais su me dire qu'il m'aimait. Et lui, en fait, il me disait de temps en temps, on n'a rien à casser. Donc c'était gênant, c'était compliqué à gérer. Lorsqu'on observe les trajectoires de grands pervers et qu'on essaye de trouver le dénominateur commun entre leurs proies, j'aime pas tellement ce vocabulaire de prédation, mais quand même il s'impose là, eh bien souvent le seul dénominateur qu'on trouve, ce sont les carences affectives. Moi je suis très sensible aux carences affectives. On attache aujourd'hui beaucoup d'importance aux agressions diverses, aux abus en particulier sexuels qui fascinent tout le monde, mais les carences, le fait de n'avoir pas été aimé, pas été admiré par le regard de ses parents, d'avoir pas ce que les anglo-saxons appellent le basic trust, c'est-à-dire le noyau dur de confiance en nous qui va nous accompagner tout au long de l'existence, c'est quelque chose dont on ne se remet pas. Donc lorsqu'on croit rencontrer la personne qui va répondre à ce manque, à cette carence, on est déjà éperdu de reconnaissance. Et le talent du pervers, c'est de déceler ce manque et cette soif de reconnaissance et d'y répondre. Non, j'avais vraiment une relation très très proche avec lui, hein, très, très particulière, hein, malsaine. Hein. Malsaine et, je m'en suis rendu compte en fait le jour où je lui ai dit que j'allais me marier. Hein. Le jour où je lui ai dit que j'allais me marier, le jour-là, il m'a dit la petite. Depuis qu'on s'est mariés, les relations avec son chef se sont dégradées très fortement. Dégradées. Et le travail de Stéphane lui plaisait de moins en moins. Il prenait de moins en moins de plaisir à être en cuisine. Et la pression que lui mettait son chef était de plus en plus forte et de plus en plus négative. J'ai toujours compris la passion de Stéphane pour son métier. Et je savais qu'elle était dévorante et qu'elle laissait peu de place à notre vie de famille. Et c'était pas très grave parce que je l'avais choisi comme ça et je comprenais. Sauf que là, c'était plus possible parce que je le voyais malheureux. Donc si vous avez un métier qui est chronophage complètement, que vous vous donnez entièrement pour votre métier, pour votre activité, qui vous prend à peu près toute votre journée et qu'en plus vous n'y prenez pas de plaisir, alors là, ça sert à rien. Là, je suis pas d'accord. Je le voyais s'éteindre et
je le voyais parfois pleurer le soir parce qu'il n'en pouvait plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Léa qui est spectatrice de ça. Elle voit s'éteindre l'homme qu'elle admire, mais elle ne veut pas que ça arrive. D'un autre côté, s'il perd son plaisir et s'il perd sa passion, c'est aussi peut-être la possibilité de s'échapper. Parce que tant qu'il est tenu par sa passion et par l'idée qu'il apprend même s'il souffre, il est prisonnier. S'il y a une désaffection, s'il y a une démotivation, s'il y a une appréhension en arrivant sur le lieu de travail, c'est peut-être aussi la perspective de la fin de l'esclavage. Plusieurs fois, elle a eu envie de me quitter quand même. Elle me l'a dit après. Ce qui aurait été normal, hein. Une femme normale m'aurait quitté. C'était logique. On allait se perdre, moi je voulais partir. Parce que ça n'avait plus de sens en fait. Ça n'avait plus de sens. On avait un enfant qui ne voyait jamais. Du tout. Il n'était pas heureux. Ça n'avait plus de sens. On avait une vie qui n'avait pas de sens. Je ne voulais pas le laisser tout seul. On s'était mariés. Quand on se marie, quand même, on essaie quand même de se soutenir l'un l'autre quand on a besoin. Je me voyais mal prendre la poudre d'escampette. Qu'est-ce qui lui serait resté, quoi? C'était un gros coup de moins bien dans notre famille, mais je ne pouvais pas laisser tout seul là-dedans. C'était fini, quoi. J'avais pas le droit de faire ça. On a quand même bravé des tempêtes, hein. Des grosses tempêtes. Donc ça renforce quand même le couple, mais c'est jamais acquis vraiment. Faut faire attention. Je le trouvais carrément démoli, quoi. Ouais. Et là j'ai eu peur, en fait. Là j'ai eu carrément peur. Parce que moi j'arrivais plus à faire quoi que ce soit. Parce que j'étais toujours... On discutait hein, beaucoup et moi je le soutenais. Mais là je ne pouvais plus rien faire. Et je l'ai emmené chez le médecin à la Clusa. Pas chez les médecins qu'on connaissait, parce que tout le monde connaissait tout le milieu. Et je suis allée chez le médecin à la Clusa, n'importe lequel au pif dans l'annuaire. Et quand il a vu Stéphane, il a dit on arrête tout. Stop. Voilà. C'est curieux qu'elle dise je suis allée chez le médecin. C'est-à-dire là, il est infantilisé quand même. En tout cas, elle ne le croit pas en état de s'extraire et en état d'être lucide et de mesurer le danger. Elle l'emmène chez le médecin. Je suis allée chez le médecin. Il s'est effondré. Ouais, c'est très très dur comme image. Hein. Quand on a un homme comme ça qui s'effondre, d'épuisement total, généralisé. Blackout. Fini. Rideau. Quand on quitte une maison comme celle-là, en général, on ne part pas comme ça tranquillement, sereinement. Hein. C'est perte et fracas. C'est comme un mauvais divorce. Hein, ça peut être très violent. Et je ne l'ai plus jamais revu. C'est quand même pas anodin qu'il soit parti en se faisant arrêter sans se représenter à son patron. Il est dommage pour lui dans son évolution qu'il n'ait pas pu annoncer son départ. Un soulagement énorme. Un soulagement énorme. C'est-à-dire qu'on venait d'acheter une maison dans laquelle on se sentait super bien, des vieilles pierres, un joli endroit, dans un petit hameau. Et là, on a invité tous les copains qu'on voyait jamais, toute la famille. On avait tout le temps plein monde à la maison. Stéphane allait au marché, chez les fournisseurs qu'il connaissait, il revenait avec des cagettes de légumes, de la viande, des machins, des trucs. Il cuisinait pour le plaisir pur. Il faisait de la cuisine familiale. Devant la maison, en bas des escaliers, dans la rue, et on avait des banquets, quoi. Et puis après, on a créé notre affaire à Saint-Chevalier. C'était important pour moi parce que c'était dans mon milieu où j'ai vécu. Mes parents n'étaient pas très loin, donc en termes de confiance, c'était important pour s'installer. C'était dur la reconstruction, hein. C'était vachement dur, hein. Ouh là là. Moi je voulais qu'avant qu'il s'installe, qu'il décompresse, qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille s'ouvrir l'esprit, qu'on voyage. Donc on avait déjà voyagé, et lui il a dit non, on rentrait à Briançon, à côté des parents. Donc je l'ai vu très heureux. Proche de là où il a vécu toute son enfance, son adolescence. Remonté à bloc.
C'est ça qui rend cette histoire très belle, c'est qu'elle a parlé de l'extinction, elle s'est extraite de cet univers, il l'a rejointe et ça renaît. C'est-à-dire, on sent qu'ils se sont échappés vraiment, vraiment juste à temps. Là, elle parle de la renaissance, de la vie, elle le voit de nouveau, j'ai envie de dire, briller de mille feux. Elle retrouve son charisme et on a l'impression qu'il s'en est fallu de peu. Et j'ai vu des choses, j'ai vu des choses difficiles et des choses très chouettes. Les choses difficiles, c'est que forcément, il a reproduit il a reproduit les mêmes choses que celles qu'il avait vécues dans l'ancien restaurant. Et donc, une exigence pas possible et une manière de donner, enfin, de manager sa cuisine et tout le monde, brutale parfois, ouais. Arrivé chez moi et que je me retrouvais chef et patron, je me comportais comme je me suis comporté en restaurant. Donc, j'insultais, je pouvais être odieux, je pouvais être exécrable, je pouvais mettre une pression pas possible. C'était l'horreur. On tombe dans ce fonctionnement et on prend du plaisir, on le pratique. C'est ça qui est dangereux. On sort complètement, en fait, on sort d'une carapace, on sort d'une autre identité et on rentre dans une autre personnalité, c'est une autre personne. Il y a deux Stéphane. Stéphane a conscience de comportements caractériels, donc il y a une lucidité qui à mon avis ne relève pas de la perversion dans sa définition la plus stricte, c'est-à-dire d'une construction inconsciente, mais quand même il évoque un plaisir, alors peut-être le plaisir de voir qu'il inspirait de la crainte. On n'a en tout cas pas l'impression en l'écoutant d'un stratagème aussi complexe et aussi complet que celui dont il a été victime. Et il n'avait pas connu autre chose. Il est rentré, il épluchait les légumes quand même dans cette grande maison. Et il a fait tout son apprentissage du métier là, dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'il connaissait d'autre? Rien. Et je lui disais, tu sais, tu reproduis la même chose alors que tu es parti, tu t'es éloigné de tout ça. Il faut que tu arrives à te débarrasser de ces habitudes et ces réflexes et tu réfléchisses à une autre manière de travailler. En fait, il est venu des enfants. Ouais, c'est bien d'avoir un œil extérieur. Puis après, bon, c'est sûr que pour des jeunes cuisiniers qui se croient au-dessus de tout le monde, qui sont comme des jeunes loups, quand vous bouffez tout le monde, d'aller voir quelqu'un, c'est compliqué. Pour son estime, c'est compliqué. Hein. Mais j'ai fait la démarche. Je suis allé tout seul, je suis allé avec ma femme. Ça a été un long processus. Il a fallu un énorme travail qui a pris des années. Et en même temps, il y avait aussi une envie de se débarrasser de cette violence qui était en lui, là, et qui sortait à des moments où les choses n'allaient pas comme il le voulait. Et il avait envie. Et ça, on fait déjà beaucoup de chemin rien qu'en ayant envie. Parce qu'il avait conscience, ce qui est nouveau, ce qui n'était pas le cas avant. Il avait conscience qu'il lui restait des séquelles, que c'était pas bien et qu'il voulait s'en débarrasser. Donc on a vraiment l'impression qu'il a réussi à devenir un patron qui inspire le respect par le respect. C'est-à-dire que la proximité avec les employés, le désir qu'ils soient bien dans leur peau, la conscience qu'il en aura finalement bien plus de fruits que s'il règne par la terreur, tout ça concourt avec le regard de sa femme qui a l'air très vigilante et qui a l'air d'être son Jiminy Cricket. Dès qu'il redevient caractériel, elle ne l'accepte pas, elle attire son attention, il a envie et on sent cette évolution mais qui se compte en années, c'est très impressionnant quand même, très très impressionnant. Et puis aujourd'hui, il travaille complètement différemment. De temps en temps, il y a un petit sursaut ça dure jamais longtemps. Et puis il essaie toujours il désamorce après, tout de suite après. Il prend le temps de boire un verre avec tout le monde. Quand on ne réussit pas à s'en sortir, je crois que c'est simplement un peu comme une bombe à fragmentation, c'est-à-dire la confiance en soi est ruinée, durablement ruinée, et on peut avoir des comportements de prestance, mais sur une base extrêmement fragile. C'est-à-dire que la vulnérabilité perçue initialement par l'auteur d'un tel stratagème
n'a fait que se renforcer et que la personne ne retrouve pas et ne retrouvera pas une confiance en elle. Ça, c'est déjà pas mal, sans aller jusqu'au drame, qu'on se dise qu'on peut durablement mettre à mal l'estime de soi. C'est quelque chose déjà très impressionnant. Et il a réfléchi beaucoup sur, sur le fait qu'il fallait que tout le monde soit bien, et soit heureux, et soit bien au travail. Et il a embauché des personnes avec des personnalités très différentes, qui ne correspondaient pas forcément à... qui étaient très différentes de lui. Et qui ont toutes des tas de qualités et aussi des choses qu'elles font moins bien. Et c'est pas grave. Il a compris qu'en fait, ça faisait un tout et qu'il essayait de mettre en valeur les qualités des personnes avec lesquelles il travaillait et plutôt que d'accentuer sur les défauts et de les enfoncer. C'est très exactement le contraire. C'est presque ce qu'on pourrait appeler les thérapies assertives, c'est-à-dire d'affirmation de soi. C'est les thérapies positives des anglo-saxons, c'est-à-dire valoriser chez chacun ses ressources, utiliser les complémentarités, au lieu de renforcer la compétition, les antagonismes. C'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment la potentialisation des ressources. On a vraiment l'impression, je ne sais pas si c'est embelli par le fait de l'interview ou du récit à deux voix, mais on a l'impression d'une très belle issue de quelqu'un qui a désiré être l'anti-patron qu'il a subi, c'est-à-dire celui qui va régner par son savoir-faire, mais aussi par son humanisme, par ses qualités morales, intellectuelles, son désir, sa sensibilité au climat, sa vulnérabilité, en fait, pour le dire en très peu de mots, sa vulnérabilité s'est transformée en sensibilité. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu pratiquer. Et plus jamais, je reviendrai sur un fonctionnement comme celui-là. Donc aujourd'hui, moi, ils sont tous à 43 heures. C'est eux qui gèrent leurs horaires. C'est eux qui gèrent leur planning. Ils savent qu'il faut qu'ils soient là quand les clients sont là. Vraiment qu'il y a un éclat de voix, c'est la grosse boule d'angoisse qui est dans le ventre et puis on se met à trembler. Et la violence, elle n'est pas du tout indispensable en fait. On peut très bien fonctionner sans. Il faut avoir envie de le faire. Mais c'est totalement possible. C'est totalement possible. La facilité, c'est de laisser ça s'installer et de faire comme si c'était normal, pour moi. Et aujourd'hui, si on pense différemment, ça demande beaucoup plus de travail et d'effort. Parce qu'il faut aller chercher ça. Et quand quelqu'un s'emporte, il faut lui dire on va régler ça après, tu te calmes. Alors qu'aujourd'hui, dans plein de cuisines, on laisse courir en fait. Et le chef, c'est lui qui donne le ton. Si le chef est calme et fait attention à tout ça, tous les autres vont faire la même chose. Là, pour moi, le chef est entièrement responsable. Quand je dis que c'est militaire, c'est que justement, il y a un grand chef qui va donner le ton et tout le monde va respecter ses volontés et son comportement va découler sur celui des autres. Pour moi, le chef ne peut pas se défausser de ses responsabilités dans sa cuisine. Le responsable, c'est toujours le chef et il ne sort pas effectivement grandi de dire mais c'est mon commis. Je crois que c'est quelque chose qui est avilissant. Ou alors c'est pour expliquer une faute d'une part inexcusable et d'autre part exceptionnelle. Mais si ce sont des petits avatars de fonctionnement qui peuvent être amenés à se répéter, je pense que le chef s'abaisse en ne s'investissant pas de la responsabilité. Et le respect qu'il obtiendra, la gratitude qu'il obtiendra en endossant la faute, ça va être un respect beaucoup plus naturel et donc beaucoup plus durable que le respect obtenu par la terreur. S'il y a une sauce qui a viré dans son frigo, pour moi c'est sa faute.
Ben, c'est la même chose. C'est que les contrôles ne sont pas assez bien faits, c'est que son second n'a pas... Il y a toujours des responsabilités qu'il faut assumer, quoi, je veux dire. Et quand on est chef, on assume aussi les responsabilités au niveau du comportement de ses sous-chefs, de ses seconds, de ses commis, de ses chefs de parti. Pour moi, ça tombe sous le sens. Et donc, le chef est responsable. Et je trouve que c'est de la mauvaise foi que de dire c'est pas ma faute, c'est des gens qui travaillent pour moi. Non. Dans n'importe quelle entreprise, quand vous êtes chef, vous êtes responsable. Et ça m'agace, d'ailleurs. Ça se sent, hein, je suis agacée. Oui.